Un voyage en automobile. Comme un enfant dans une réserve naturelle, j'observe, le nez collé à la fenêtre, bien protégé par la carrosserie et les vitres fermées. Nous commençons par la flore. Que la nature est belle sous la lumière du jour. Le soleil me révèle les couleurs des arbres et des champs avec une précision telle que je perçois sans peine le mélange des teintes qui composent les verts, les jaunes, les bleus. Rien n'est plus uniforme. La nature m'apparaît comme une compilation hétérogène de couleurs qui s'homogénéisent par le procédé du regard. Les vignes, champs de blé, d'oliviers, s'étalent à perte de vue. Quelques vallonnements au loin, des montagnes qui se perdent dans une perspective atmosphérique digne des plus grandes toiles de la Renaissance italienne. Je ne croyais pas que mes horizons amputés auraient à ce point le pouvoir de renaître. J'ai un sentiment optique de membres fantômes. Le sapin vanillé tourne autour de lui-même. Il se balance de gaieté, se tord de satisfaction, se déforme de décontraction amusée, et je virevolte avec lui. J'imagine sa vie, tortillant autour d'un rétroviseur, sans cesse en voyage, heureux de sentir bon et de participer ainsi à la bonne ambiance des lieux. Il en aurait des choses à raconter, des conversations interceptées à l'insu des passagers, des monologues incohérents dispensés par un conducteur dans ses pensées. Je me figure, aplati, en carton, sans mauvaise pensée ni jugement, menant ma vie paisible en n'ayant qu'un seul but dans la vie, me faire le plus discret possible et exhaler un doux parfum jusqu'à la fin de mes jours. J'irai dans le monde, j'assisterai à la transformation de la cellule familiale, aux joies et aux déchirements. Je changerai peut-être demain lors d'une vente. Je traverserai des paysages différents, des routes, des autoroutes, des stations essence, des garagistes aux mains de cambouis, des changeurs de pneus, des laveurs de carreaux. Je vivrai comme un prince presque invisible, passif et attentif, tant qu'un dieu automobile me prêterait vie. Je ne laisserai à ma mort qu'une vague odeur synthétique dans un habitacle, mais je n'en demanderai pas plus. Si j'étais un sapin en carton à la vanille, je ne connaîtrais pas les tourments, les affres du doute, les questionnements sans fin. Je mènerais ma carrière de diffuseur de parfums, consciencieusement, sans rien demander d'autre à la vie. Fabrication, ouverture du sachet en plastique, dégagement d'une bonne odeur, fin, désagrégation. Je serais enfin fixé sur mes choix, sans libre arbitre peut-être, mais inconscient de la chose, et tellement reposé. Mais je ne suis pas un désodorisant d'habitacle. La société humaine est remplie de sapins en carton à la vanille sur pattes, qui n'ont même pas la délicatesse, souvent, de participer à l'harmonie olfactive du monde. Pendant que je me balance au bout de ma corde élastique, observant sans mot dire les trois énergumènes à l'intérieur de cette boîte de fer qui pétarade en glissant sur l'asphalte, j'entame avec eux la descente, la longue pente que Lila avait gravie dans l'autre sens du temps où j'étais être humain, mon fauteuil roulant amarré à sa bicyclette. Je souris en bénissant mon fémur, sacrifié par un acte d'amour prémonitoire. Il n'y a pas de hasard, disent les sages et les fous. Soit. Je n'ose prononcer le nom de ce bonhomme dont l'apparence varie selon la nature de la bouche, religieuse ou profane, d'or ou de chair, mais je sais que cette fois-ci, il a bien fait les choses, pour se faire pardonner peut-être. Comme la vie est étrange. Il suffit d'un moment de panique, d'une paire de pédales, d'une vieille machine à laver et d'un sommier vous tombant dessus, pour que l'amour fasse de même. Le tout combiné dans un ordre impeccable, une rigueur aléatoire sans faille. La lune eût été plus pleine que le sortilège n'eût pas opéré. Ce que c'est que de nous, tout de même, créatures soumises aux caprices du destin. Subitement, mes muscles horripilateurs se contractent en chœur. Je sens alors tous mes poils se dresser comme un seul. C'est l'inconscient qui parle à travers eux. Il a décelé la présence des rares habitations qui commencent à fleurir timidement sur les bas-côtés, les constructions de pierre ou de béton annonçant les rivages de la jungle des hommes. Je sors de ma peau de sapin en carton, vérifie la bonne étanchéité de ma portière en appuyant avec discrétion sur la fermeture qui, à ma grande surprise, déclenche automatiquement toutes celles de l'automobile. Sur le siège avant, passagères et conductrices interrompent leur flot de paroles
pour rire de concert en me taxant de paranoïaque. Mais leurs railleries ne m'atteignent pas. Mieux vaut prévenir que guérir. La fourrure hérissée en dedans, les griffes prêtes à sortir, j'étudie la faune urbaine, les yeux mi-clos, lion faussement nonchalant. Je suis de prime abord choqué par l'absence d'uniformité. Les citadins se partagent tant bien que mal la même ville, les mêmes infrastructures, les mêmes trottoirs, et ne semblent pourtant aucunement se préoccuper d'adopter une apparence vestimentaire homogène. Les membres de la même équipe de football revêtent bien le même maillot, pour se reconnaître d'un coup d'œil et pour aider les spectateurs. Eh bien, pas ici. Ici, les gens semblent se délecter de leur physionomie bigarrée. Manches courtes ou longues, pantalons multicolores, chaussures noires ou marron, voire blanches, avec ou sans talons, cheveux longs ou courts, absence de pilosité, couvre-chef de toutes sortes. Je prends la décision de disséquer prochainement ce phénomène étrange dans mon cahier de réflexion. Mon étonnement quelque peu consommé, je constate que la plupart des gens se plaisent à arborer des visages hilarants à force de bouffonnerie. J'en vois beaucoup qui, comme moi, se sont travestis pour sortir dans l'anonymat. Certains ont glissé un faux ventre mal taillé sous leur costume, d'autres exhibent une barbe artificielle trop longue et trop carrée, quelques dames âgées paradent, surmontées d'une coiffure volumineuse violette, de nombreux jeunes gens ont revêtu des cheveux postiches burlesques, cascadant en une grosse mèche qui leur dégouline sur l'œil ou gominée avec exagération, et cahotent d'une démarche absurde dans des pantalons qui leur collent au mollet. Je les trouve assez laids. Je suis des yeux une jeune fille, tenant une canette de bière d'une taille invraisemblable d'une main, 3 chiens en laisse de l'autre, toutes de noir vêtues, maquillées dans les mêmes tons, le visage percé d'une multitude d'anneaux, billes de métal et d'objets divers. D'autres encore se tiennent bien droit dans leur costume impeccable, l'air de ceux que rien n'atteint, ni la fantaisie, ni le mauvais goût, ni l'incorrection, ni la corruption, ni le doute. J'en ai déjà vu sur les photographies des journaux que me procure Aimé. Je tressaute des épaules, l'air goguenard, content de constater que je ne suis pas le seul ici à me déguiser pour oser mettre un pied dehors. Une question vient alors me tourmenter. Suis-je aussi voyant qu'eux ? Chose cocasse, les citadins à présent adoptent une démarche lente, élastique, qui force le sourire. Avec une maestria faite d'habitude, ils se rencontrent tous au ralenti, sans échanger un mot, parviennent à s'éviter sans se regarder. Les vélos ne roulent pas sur les passants, les voitures n'écrasent personne, des feux passent au rouge tandis que d'autres se colorent de vert. C'est formidable de coordination. Le tour de force est d'autant plus habile que les rues sont plongées dans une espèce de flou presque opaque. Lila et Danka ne paraissent aucunement s'en soucier, et je me dis que l'habitude donne aux choses les plus saugrenues des airs de normalité. Tandis que je retire mon nez écrasé de la vitre, en effaçant mollement de la manche les taches graisseuses que j'ai laissées, je vois les visages de mes 2 amis entourés de mots pirouettant dans toutes les directions. La plupart ricochent sur le pare-brise, vite recouverts par les chapelets de paroles suivantes. Les mots se coupent la route, s'entrechoquent, se disloquent mutuellement, certains tombant à pic juste après avoir pris leur envol, mais la plupart sont projetés avec énergie, signe d'une conversation animée et sincère. Ces assemblages de consonnes et de voyelles, tous étrangement bien formés, adoptent parfois des pleins et des déliés savants, car la belle articulation arrondit les courbes, renforce les saillies des angles. Les mots sortant de la bouche de Lila sont d'une calligraphie particulièrement érudite, et je m'abîme dans la contemplation de leurs contours précis en les suivant des yeux, tandis que tout mon corps bouge à l'unisson, adoptant un rythme de vague. Quelques paroles perdues se glissent dans ma direction. Puis plus rien. Quelques mots à nouveau fusent vers moi en venant s'encastrer dans ma fausse moustache. Puis de rechef, plus rien. J'analyse, on me parle. Peut-être même à tantôt une réponse de ma part. Je regarde Lila que j'entends en écho. « Oh oh, Miloche, t'es parti ou quoi ? On arrive. »« Où ça ? » ?»« À la librairie, bien sûr. T'as oublié ou quoi ? » Tout me revient. La librairie. La séance de dédicace de G. « Je me sens tout bizarre, m'entends-je dire. »« C'est normal, c'est le trac. »
C'est brumeux dans la voiture, non? Deux têtes aux yeux démesurément ouverts se tournent dans ma direction. J'ai l'impression que les globes vont s'échapper de leurs orbites. Il a l'air sérieux, s'inquiète Danka. Je remarque alors qu'elle est en train de me parler de très loin, dans le fond de la voiture. La distance entre les sièges avant et la banquette arrière s'étant considérablement accrue par une sorte de phénomène paranormal. L'automobile de Danka a quelque chose d'élastique. Elle doit avoir pris l'option. En effet, elle se rapproche maintenant très près pour s'éloigner à nouveau. Cela me fait sourire, son jeu rigolo. Qu'est-ce que je suis bien! Il fait bon ici. C'est quoi les calmants que tu lui as donnés? Demande une Danka oblique à une Lila sinusoïdale. Je sais pas. J'ai trouvé ça sur la table de nuit de ma colocataire. Je croyais qu'il s'agissait de tranquillisants légers. J'étais pressé, elle n'était pas là, alors j'aurais peut-être dû lui demander ce que c'était. Bon, on verra plus tard. Je vous dépose devant pendant que je vais chercher une place. Vous commencerez à faire la queue? G ou la dédicace. Danka s'arrête devant la librairie. Lila descend, puis m'aide à sortir de la voiture. C'est étrange, car mes béquilles à leur tour semblent avoir été prises d'élasticité. Étant donné le côté meuble du trottoir, la pesanteur a l'air d'enfin se détendre, prenant ses aises pour abandonner sa rigidité légendaire, et je chemine agréablement tandis que nous nous dirigeons vers la librairie. Quand nous en ouvrons la porte vitrée, un homme moustachu avec un grand chapeau mou me regarde, dans une sorte de halo. Je baisse la tête, il m'imite. Je ferme un œil, il fait la même chose. Je crois que cet individu se moque de moi. Lila me chuchote. « Miloche, tu lâches cette porte, tu arrêtes de faire l'idiot et tu entres. » Les gens nous regardent. En effet, lorsque je pénètre dans la librairie, quelques personnes dans la file d'attente, désœuvrées, se sont tournées dans ma direction. Quand nos regards se rencontrent, les têtes se détournent. J'ai un choc. Tant de monde? Il y a au moins 50 échantillons masculins et féminins de la société humaine qui attendent là un livre à la main. Je constate que je fais considérablement baisser la moyenne d'âge au milieu de ces cheveux blancs à lunettes, tout en notant qu'ici, au moins, il y a un peu plus d'homogénéité dans le style. J'ai l'impression qu'on me regarde à la dérobée. En me repeignant machinalement à la recherche d'un éventuel épi rebelle déclencheur de curiosité, mes doigts tombent sur un objet en tissu, un peu ferme. Je devine la forme en tâtonnant. Un chapeau? Ah oui. Tiens, Lila est venue aussi. Je lui fais part de ma surprise. Elle est marrante, ma Lila. J'ai l'impression étrange d'un amortissement de ma personne physique et morale. Lila me soutient un peu par le bras et me susurre sous le chapeau. Tu as vu qu'il y a là-bas? Lentement, je tourne la tête dans la direction que m'indiquent son menton et ses yeux. À la fin de ma rotation floue, j'effectue la mise au point au travers de mes verres neutres sur la personne vers laquelle semble converger la file des littéraires. Quoi? C'est lui? C'est lui! Je sens le rouge affluer à mes joues. Mes organes pâlissent. Les couleurs et les émotions font des allers-retours désordonnés, tandis que je me persuade que ce n'est pas vrai, que ça ne peut pas être possible, que ça n'existe pas tout ça, qu'il doit s'agir d'un sosie. Pourtant non, c'est bien lui. Je connais parfaitement son visage par les monceaux d'articles de journal empilés dans mon tiroir. Il n'y a aucun doute. G est là. Le stylo à la main, la tête légèrement penchée, les pupilles levées vers son fidèle lecteur quand il referme le livre enrichi de la précieuse dédicace, le petit sourire en rien modeste lorsqu'il tend l'offrande à l'admirateur. Les lectrices sont là aussi, plus nombreuses, et dans leur conversation minaudante, elles ne se regardent pas tout à fait dans les yeux, attirées par l'aura que dégage la célébrité, le talent, le charme. Car G est un bel homme, au passé riche, à la vie bien remplie, et son regard transparent, intelligent autant que disponible, éclaire le visage buriné de celui qui a tout vécu, mais qui n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il en impose, sans effort de sa part.
Lila, d'ailleurs, comme pour confirmer mes observations, me souffle en me soutenant. C'est un bel homme. Oh, tu sais, j'ai du mal à voir la beauté des mâles. Il est peut-être pas mal, oui, lui réponds-je avec un camion de mauvaise foi derrière ma moustache. Pfff se moque Lila, qui a vu clair dans mon jeu. Dans la tente, mon regard circule librement dans la librairie, baignée d'un brouillard clair. Les tables sont jonchées de romans empilés, les étagères surchargées, une bonne odeur de papier neuf embaume la pièce. Je me sens bien ici, comme dans un rêve doux. Je suis l'empereur des livres, ma vie est un roman, je suis maître de mon destin. Je peux sauter des pages de mon existence à tout moment, revenir au début, revivre jusqu'à l'écœurement des épisodes qui m'ont exalté. Je suis en mesure de brûler des chapitres entiers de mon passage sur Terre, avant de les disperser dans la nature, oubliés pour toujours. Je peux changer de livre aussi, sans attache, me battre pour les joyaux de la reine le soir, me jeter dans les chutes du Niagara la nuit, assassiner la famille Holcomb le lendemain, vivre dans une ferme en Amérique du Sud avec mon jumeau le midi, ou dans une cabane en Sibérie, faire la sieste avec un lion, dîner avec un python, et je peux même me permettre, pour me divertir au coucher, de n'être que moi. La troisième dimension ne m'intéresse que pour mes marbres. Ailleurs, elle m'encombre. En 2 dimensions, je peux me glisser entre toutes les pages que je souhaite, me rendre invisible de profil, vivre mes vies de papier sans me faire voir, ni déranger personne. Mais voilà, sur un pied et 2 béquilles, j'enfonce le sol. Je suis un être de chair dépendant de l'eau, de la nourriture, obligé d'assouvir ses besoins naturels, d'avaler de l'oxygène, de rejeter du gaz carbonique et d'adopter parfois un minimum de vie sociale. La pesanteur. Toujours la pesanteur. J'ai beau tenter, par tous les moyens, d'absorber ce qui me colle au sol, je n'ai jamais réussi qu'à me soulever faiblement, en de trop rares occasions. Je m'appesantis sans répit. Et là, je tangue. Je me tourne vers la voix de Lila. « Ouvre les yeux, Miloche, ça va être à nous. » En effet, seul un couple et une femme célibataire en adoration nous séparent à présent de G. Je peux l'observer de tout près. Sa tête penchée en avant me présente, au centre de la forêt foisonnante de cheveux, les clairières de peau rose d'une calvitie naissante. G n'est qu'un homme, constatai-je, mi-rassuré, mi-déçu. Bientôt, par un coup de baguette magique, les 3 personnes devant nous se sont évaporées. Je suis en face de G, au-dessus de lui, pour tout dire. Il me regarde dans les yeux en articulant d'une voix de basse un « bonjour », auquel je ne réponds pas, puisqu'il ne me parle pas à moi. Pourquoi m'adresserait-il la parole? Nous nous fixons. Il prend l'air interloqué, un peu amusé aussi, puis regarde Lila que je considère à mon tour. Silence. Il ne manque que l'harmonica d'Ennio Morricone. Ne me prenons pas pour un ignare du 7e art, je suis déjà allé au cinéma, il y a longtemps, très longtemps. Nouveau silence. Bruit de pas rapide. Je me retourne au ralenti pour voir Danka qui arrive en accéléré, tout essoufflé. « Excusez-moi, 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 dit-elle. J'ai eu un mal fou à trouver une place. Bonjour, monsieur G. Bonjour, lui répond G. Tiens, Danka, tu es là toi aussi? Tais-toi, Miloche, me siffle Lila à voix basse. Danka me tend un des 2 livres qu'elle tient à la main. Un bref instant plus tard, sur le conseil de Lila, je propose le roman à G, qui l'accueille avec gratitude, comme soulagé, avant de l'ouvrir à la première page. « Vous vous appelez comment ?» me demande-t-il avec douceur, un sourire aux lèvres. Moi ? Oui, vous. Comment vous appelez-vous? Votre prénom? Miloche, me coupe d'autorité Lila, avec un E à la fin. Miloche, c'est joli comme prénom, commente G. Je m'envole. G trouve mon prénom joli. Il griffonne quelques mots sur le livre, esquissant même un rapide croquis, puis il ferme le roman qu'il me tend avec un nouveau sourire. Merci, Miloche. Bonne lecture. Lila me tire fermement par le bras. Je finis ma courte réplique tandis qu'elle me pousse encore un peu à l'écart de la foule, le plus discrètement possible.
Quand elle remarque que je sautille à cloche-pied, elle m'assied de force sur un tabouret rond recouvert d'un morceau de caoutchouc et de traces de chaussures. J'ai le tout dernier livre de G, dédicacé de sa main à lui, posé sur mon cœur à moi, serré contre ma propre poitrine. Je ne suis plus de ce monde. Ma troisième dimension vient de m'échapper pour de bon. Je n'ai plus désormais de volume. Jamais plus je ne ressentirai de bas besoins terrestres. Encielez-moi vivant, recouvrez-moi d'atmosphère. Ma vie sottement temporelle s'achève ici. Le bourdonnement des lieux accompagne une foule d'ectoplasmes qui se meuvent au hasard. Il semble que certaines de ces formes, pourvues de visage, aient dirigé leur attention vers ma petite personne. On me regarde. Un sursaut de conscience me fait voir mon être de l'extérieur. Mon corps, à moitié affalé sur une table, a fait dégringoler une pile de livres. Mon bras, plié, étreignant une œuvre divine de papier. Mon visage, aux lunettes de travers, à la moustache qui se décolle, aux prunelles fixées sur les néons, à la bouche ouverte de béatitude, au conduit auditif obturé de coton. Le reste n'est que décoration, fioriture, tralala. Je m'assoupis tendrement. « Lève-toi, Miloche, on y va !» me dit quelqu'un en me prenant par le bras. C'est Lila. « Bonjour, Lila. Tu vas bien, mon cœur ? Lève-toi, bon sang. Aide-moi un peu, tout le monde nous regarde. Et arrête de hurler, s'il te plaît. » Je parviens miraculeusement à mobiliser quelques muscles pour obéir aux ordres de la belle qui me tapote fermement la moustache. Nous réussissons, après quelque temps, à me mettre debout. Danka me tend les béquilles, repositionne le chapeau sur ma tête, ramasse le tas de livres qui a glissé à terre. Elle les range avec application. Alors, pour la taquiner, je refais tomber une pile en gloussant. J'ai raté mon effet. Elle a l'air furieuse. « Bon, maintenant tu me suis !» me cingle Lila. Nous nous dirigeons vers la sortie. « Je vous prie de nous excuser !» lance Lila à la cantonade. « Il est très sujet aux étourdissements. Il fait de l'hypoglycémie. » Une voix lui répond quelque part dans le mur. Lila semble l'entendre car elle enchaîne par « Non, merci, il a l'habitude. Il se reposera à la maison. Au revoir, messieurs, dames. » Nous sortons au grand air. Chaque particule de frais vient me réveiller le visage. C'est agréable comme sensation. La suite est assez vague. Je sais que je me retrouve affalé sur la banquette arrière, qu'on ne cesse de me crier dessus dans un premier temps. Après un grand silence, le reste du voyage n'est qu'un fou rire interminable entre les deux amis. Puis les rideaux se ferment doucement. Ils sont faits d'une étoffe occultante, soyeuse et opaque. Quand j'ouvre les yeux, il fait sombre. Je suis couché sur mon lit, j'ai un peu froid. Ma poitrine me fait souffrir, ainsi que mon bras droit, épaule, biceps, coude, main droite qui presse quelque chose. Tout me semble de pierre, insensible et pourtant douloureux. Je desserre lentement mon étreinte, par étapes, puis je découvre un livre. Le roman de G, je me souviens. Après avoir déposé le livre sur ma table de nuit avec 1000 précautions, je me déshabille comme je peux et j'enfouis mon corps sous le tas de couvertures. Que c'est bon le contact du drap sur la peau, la sensation de ce frais qui va peu à peu disparaître pour laisser place à la douceur. Je me recroqueville un peu, j'essaie de ne pas penser à mon bras dangereusement ankylosé, je referme les yeux et je pense à Lila. Je me replonge alors avec délice dans les joies du sommeil. Les vapeurs de la nuit me recouvrent bientôt tout à fait.